Moi, c'est Ahmad Fadiak Alifa. Je suis le fils du sultan Alifa Ali Zezerti. Alifa Ali Zezerti est né d'Alifa Mustafa Zezerti. Donc, vous savez, c'est la dynastie Alifa de Mao qui est devant vous. Je suis ingénieur de conception de la navigation aérienne et de la météorologie. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Manara a trouvé opportun de venir me voir et de me poser certaines questions sur la ville de Mao, sur l'histoire du Kanem. Donc, je veux commencer d'abord à parler un peu de la ville de Mao. La ville de Mao, c'est une ville qui est ancienne, qui est aussi presque la dernière capitale de l'empire du Kanem-Bornou. Vous savez que le premier chef-lieu du Kanem-Bornou, c'est d'abord Jimmy. Après Jimmy, on a passé à Maokoudou. Et c'est de Maokoudou qu'on est venu ici à Mao aujourd'hui. Mao, c'est une ville qui s'est installée depuis plus de 200 à 300 ans. Donc le dernier sultan, bien le dernier roi, bien le dernier Alifa qui était à Maokoudou, il s'appelait Alifa Aï Hassana. Aujourd'hui, Alifa Aï Hassana se trouve encore dans la ville de Maokoudou là-bas. Donc à partir d'ici, ce sont les Alifa Ali Zezerti, le grand père Alifa Ali Zezerti, Alifa Mustafa, Alifa Ali Zezerti, mon père, et aujourd'hui c'est Alifa Mouta Ali Zezerti qui s'y trouve. Donc la ville de Mao, elle est très ancienne. C'est une ville qu'on a installée à l'époque. Vous savez que les gens, nos parents ont pensé, ils ont installé cette ville sur une dune. Sur une dune qui est entourée par des wadis. Nous sommes entourés par 4 wadis. De l'est, vous avez le wadi de Djougou. Du sud, vous avez le wadi de Moboyi. Au nord plutôt, vous avez le wadi de Yulo. Et à l'est, vous avez le wadi de Moto. Donc tous ces wadis là, c'est des palmeraies. Mao est entouré par des palmeraies. Donc c'est pourquoi les gens ils ont installé sur la dune. C'est très stratégique. La dune, quand tu viens de loin, les gens peuvent voir à partir d'ici. Donc c'est une question de protection, c'est une question de sécurité. Donc la ville de Mao a beaucoup grandi aujourd'hui. Cette ville qui était au départ, qui avait que deux notables, des goumiers, les plus parents du sultan, aujourd'hui elle a grandi, elle a beaucoup grandi parce que il y a ce qu'on appelle les autres rulas dans notre région. Les autres rulas, tout ce qui était à l'époque, un peu à l'extérieur, dans les provinces, dans les villages, qui s'occupaient de leurs champs, qui s'occupaient de leur pâturage, de leur bétail, compte tenu de la sécheresse, compte tenu de manque de vivres, compte tenu de la décimation de notre bétail depuis l'année 1972, tous ces gens qui étaient tout autour étaient rentrés ici à Mao pour chercher à vivre, bien sûr. Donc la ville de Mao a beaucoup grandi. Aujourd'hui, peut-être que la ville de Mao, sa population, quand tu le vois aujourd'hui, ça a une population de plus de 50 000 âmes. Plus de 50 000 âmes. Donc la ville de Mao a beaucoup grandi par rapport à l'époque. La ville de Mao, c'est une ville traditionnelle. C'est une ville traditionnelle parce qu'il y avait déjà ce qu'on appelle une organisation sociale, une organisation cantonale, une organisation sultanale. Il y avait déjà ce qu'on appelle la cour du sultan, c'est la cour du sultan qui s'occupait de tout ce qui est justice, de tout ce qui est tribunal. Il y a ce qu'on appelle les goumiers du sultan. Ce sont ces gens-là qui protégeaient le sultan, qui protégeaient la population et c'est eux qui s'occupaient aussi de tout ce qui est taxes et autres. Donc ce sont les goumiers qui s'en occupent. Il y a ce qu'on appelle aussi les notables. Donc les notables sont composés de plusieurs personnes. Il y a le sultan qui est là, ça c'est le haut, mais il y a aussi la deuxième personnalité qu'on appelle Diada, ici chez nous, c'est une deuxième personnalité. Il y a une troisième personnalité qu'on appelle le Djora. Donc chacun de ces personnalités-là a un rôle à jouer au niveau du sultanat et au sein de la population. Donc, et ainsi de suite, ça continue. Il y avait à peu près une dizaine de chefferies qui s'occupent du sultanat du Kanem. Là, ce qui concerne la cour du sultan. En dehors de la cour du sultan, il y a ce qu'on appelle les tribus. Les tribus, ce sont des gens qui sont les chefs des communautés. Nous en avons, le sultanat avait 700 à 800 tribus. Chaque communauté est représentée par un chef de tribu. Et ces chefs de tribus-là, ils sont aussi à Mao centre et ils sont aussi en dehors de Mao, dans le Kanem entier d'ailleurs. Toutes les communautés sont représentées par les chefs de tribu.
Aujourd'hui, bien sûr, certains des chefs de tribu sont devenus des cantons. Ils sont devenus des cantons, ils sont devenus des chefs de cantons. Donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est la composition à peu près de l'organisation du sultanat. Et en plus de ça, vous savez, nous avons ici beaucoup d'étrangers qui arrivent. Nous sommes frontaliers avec le Niger, nous sommes frontaliers avec le Nigeria, nous sommes presque frontaliers aussi, je pourrais dire même avec la Libye. Parce qu'entre nous et la Libye, il y a ce qu'on appelle le Tibesti, il y a Zouar qui était là. Donc tous ces gens, tous ces véhicules qui viennent de la Libye passent par Zouar et ils viennent directement chez nous. Donc on est frontalier à tous ces pays-là. Tous ces pays, les sortissants de tous ces pays-là font partie de la communauté du Kanem. Ici, ils sont tous là ici à Mao. Donc toutes ces communautés sont aussi constituées en organisation. À la tête de chacun de cette communauté qui sont venus de l'extérieur là, ils ont ce qu'on appelle des chefs. On les appelle parfois des maïgda, on les appelle parfois des chefs. Donc chacune de cette communauté a aussi un chef. Donc l'organisation de la chefferie, c'est quelque chose qui est très ancienne et jusqu'à aujourd'hui nous l'avons encore conservé. Donc c'est pour vous dire que le Kanem c'est une société traditionnelle qui était venue de très loin et jusqu'à aujourd'hui on la conserve encore en ce qui concerne l'organisation sociale, politique et économique. Là, en ce qui concerne à peu près la ville de Mao. La ville de Mao, comme je vous l'ai dit, a beaucoup grandi. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là. Et puis, il y a beaucoup de quartiers. Jusqu'à aujourd'hui, on garde encore quand même certaines façons de vivre de l'ancien temps. Bon, les tout premiers habitants de Mao, ce sont ce qu'on appelle les Kogona. Les Kogona, ça c'est la communauté du sultan. Le sultan est issu des Kogona. Les Kogona, ce sont les parents du sultan actuel, les parents directs du sultan actuel. Donc ce sont ces gens-là qui étaient venus le tout premier à s'installer ici avec leur alifa ou leur sultan. Donc ces gens, au fur et à mesure que la ville grandit, bien sûr, ces gens-là, ils ont eu d'autres communautés qui sont venues se joindre à eux. Donc aujourd'hui, les Kogona sont composés de plusieurs personnes et a beaucoup grandi. Donc là, c'est ce qu'on appelle les habitants de la ville de Mao. Bon, maintenant, les différents événements qui sont passés à Mao, il y a eu plusieurs événements. À l'époque, le sultan avait fêté ses 50 ans. Le sultan Alifa Ali Zezerti, il a vécu pendant 86 ans. C'est un sultan charismatique connu de tout le monde. Et il est décédé en l'an 2010. Donc là, c'est un événement. Il y a d'abord l'événement de sa cinquantaine qu'on a fêté dans les années 1998. Ça, c'est son cinquantenaire. Il a invité tout le monde. Les gens étaient venus ici à Mao. C'est un grand événement. On a fêté son cinquantenaire. C'est un événement très important. Le deuxième événement qui est très important, c'est le jour du décès d'Alifa Ali Zezerti. Alifa Ali Zezerti, il est mort en l'an 2010. Ces jours-là, c'est tout le Tchad. Je voudrais vous dire que c'est le Tchad entier et l'extérieur entier. C'est le monde entier qui s'est retrouvé ici, des milliers de personnes. En présence, le défunt président Idriss Déby Itno était là, et c'est lui qui avait enterré le sultan Alifa Ali Zezerti. Donc ça, c'est un événement inoubliable, c'est un événement qui est marqué dans l'histoire. Ça, c'est un événement très très important. Bon, maintenant, d'autres événements. Il y a eu des événements, bien sûr, avec l'arrivée des chefs d'État, Idriss Déby Itno. Plusieurs fois, il était venu ici, et tout le temps, quand il vient ici, il dit que Mao, c'est sa ville. Mao, c'est sa ville. Pourquoi il dit Mao, c'est sa ville? Parce que les gens de Mao, ils se sont joints à lui. Il a pris le sultan Alifa Zezerti comme son père. Idriss Déby Itno était venu, le défunt était venu ici plusieurs fois. Donc ce sont des événements très importants et c'est marqué dans l'histoire aussi. Les cultures traditionnelles, nous sommes un peuple conservateur, pour vous dire. Donc on a gardé toutes nos traditions. Beaucoup de nos traditions, on les garde encore. On les garde encore, je peux vous citer par exemple, quand on nomme un chef de canton, on a une tradition à faire. Le chef de canton, quand il est nommé pour la première fois, le sultan du Kanem, ou bien une délégation, il envoie une délégation, ou bien lui-même, il va aller introniser le chef de canton. Et comment on intronise le chef de canton? Le chef de canton, on l'habille. On va habiller en traditionnel. On va lui inculquer des conseils. Des conseils comment conserver, comment garder sa chefferie. Donc tout ça, ça fait partie de nos traditions. Ça, c'est un. De deux, maintenant, en ce qui concerne nos traditions dans le mariage. Le mariage chez nous, c'est très traditionnel. Et jusqu'à aujourd'hui, on les garde encore.
la façon de se marier. Même nos enfants qui sont aujourd'hui en Djamena, quand on les marie, on essaie de le marier en gardant nos traditions. Pour le mariage de nos filles, il y a des préalables. D'abord, bien sûr, il faut aller demander la dot aux beaux-parents. Et ensuite, une fois que les parents ont accepté de donner leur fille à ce monsieur, à ce garçon, maintenant, il y a ce qu'on appelle le jour de la fête, le jour du mariage. On l'habille encore comme on a habillé le chef de canton, notre beau-fils, le garçon qui a fait le mariage, le marié là, on l'habille traditionnellement. Et tout ça, c'est pour conserver nos traditions. On l'habille en grand boubou, on lui donne conseil, comme le chef de canton, on lui donne aussi des conseils, comment garder sa femme, comment les conserver, comment la respecter, comment garder son foyer. Donc tout ça, c'est aussi une tradition de chez nous, en ce qui concerne le mariage. Il y en a aussi d'autres, beaucoup de traditions qu'on a encore gardées. Par exemple, dans la cour traditionnelle, jusqu'à aujourd'hui, quand les gens ils viennent, quand ils ont des problèmes, ils se présentent au sultanat. Il y avait bien sûr, il y a l'administration qui est là, mais la plupart de leurs problèmes, là, ils viennent directement au sultanat. Au sultanat, il y avait ce qu'on appelle un tribunal traditionnel qui est là. Il y a la cour. Il y a un juge qui est là. Il y a à côté du juge, il y a des gens qui sont là à son côté, qui les conseillent comment faire le jugement. Il y a aussi des marabouts qui sont là. En cas de litige où on ne trouve pas de solution, les gens ils vont le faire jurer le monsieur qui est fautif. Et c'est comme ça qu'ils font à ce qu'on appelle le jugement. Là aussi, cette conservation-là, on a gardé cette tradition-là. Et puis, la façon, et la cour par exemple. Le sultan, dans sa cour, il y a ce qu'on appelle ses femmes, sa famille. La famille du sultan, ses femmes et ses enfants-là, ils ont une façon, il y a une façon de les garder. Et ces gens-là, il y a des gens qui s'en occupent d'eux. Il y a ces femmes qui sont là, il y a ce qu'on appelle, qui sont les harems qui sont là, qui sont un peu en arrière de la cour. Il y a ces enfants qui sont là, il y a des goumiers, il y a des notables qui s'occupent de leurs enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle les chevaux et autres, parce que le sultan à l'époque, il avait des chevaux. Et dans son déplacement, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, il a des chevaux. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a encore gardé que ces chevaux-là, il faut les nourrir en cas de déplacement, ou bien en cas de fête, en cas de cérémonie, il faut que le sultan monte sur le cheval. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le sultan. Mais en plus de ça aussi, dans les fêtes là, il y a ce qu'on appelle la fantaisia. Nous, on a une façon de faire galoper les gens sur le chevaux. Les notables, ils galopent sur le chevaux. Il y en a 5, 6, et chaque équipe est formée de 6 chevaliers qui sont là, et ils font la course de chevaux. Et ça, c'est pendant la fête de Tabaski, pendant la fête de Ramadan. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore gardé cette façon de le faire. Et puis, il y a d'autres aussi façons de faire parce que les étrangers qui viennent, comment les accueillir, comment les héberger, l'hospitalité, cette hospitalité ancienne du sultanat du Kanem, on les a encore gardé cette façon de... Il y a l'hospitalité. Donc, il y a beaucoup de nos traditions là, on les a encore gardées. Bien sûr, il y a des choses qui se modernisent, mais on essaie encore de les garder encore. À ça, à ce qui concerne nos traditions ici, à Mao, dans le royaume du Kanem. Les principaux arts et métiers ici chez nous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la chefferie, de la façon dont la chefferie vit. La chefferie, il vit de la population, bien sûr. Il s'en occupe de la population. Ça, là aussi, c'est encore un métier, parce que c'est eux qui gouvernent. Le sultan et la cour, c'est eux qui gouvernent le royaume du Kanem. Ils sont des gouvernants. Bon, tout autour d'eux, il y a beaucoup de gens qui font des métiers. Il y a ce qu'on appelle les forgerons, ceux qui, par exemple, qui fabriquent des roues et autres. Ils sont là, ils s'en occupent des roues, ils s'en occupent des flèches, ils s'en occupent de toutes ces armes traditionnelles qu'on en avait à l'époque. C'est eux qui le font. Il y a aussi des gens qui tendent des pots. Il y a aussi des commerçants. La plupart de nos personnes, là, de nos gens d'ici, de nos populations, là, ils font le commerce dans le marché. Le commerce, c'est eux qui le tiennent. Vous savez que les Kanembu, par essence, c'est des commerçants. Donc la plupart de nos populations, là, ils font le commerce. Ça, c'est vraiment, c'est notre métier principal. C'est notre métier principal. Et puis, il y a aussi d'autres métiers, bien sûr. Il y a tout ce qui est maçonnerie, il y a tout ce qui est garagiste. Il y a plein de métiers. Et tous les métiers, là, les gens, ils font pour pouvoir survivre. Il y a des gens qui s'occupent des palmiers, c'est-à-dire des agriculteurs, en quelque sorte. C'est eux qui s'en occupent des palmerains. Nous avons beaucoup de palmiers ici, donc c'est eux qui s'en occupent. Là aussi, c'est encore un métier. Les défis que Mao fait face aujourd'hui, il y a d'abord
ce qu'on appelle le ravin. Le ravin, Mao est menacé par le ravin. Et ces ravins, à chaque année, prennent de l'ampleur. Et ça tue la ville. Ça emporte des maisons. Ça emporte même des vies humaines. Parce que quand une maison tombe, il y a aussi des gens qui sont là-dedans. Des fois, c'est mortel, ça tue des gens. Donc notre défi principal là, ce sont ces ravins-là pour la ville de Mao. Le deuxième défi, vous savez que nous sommes dans un pays, dans une région saharo-sahélienne. Aujourd'hui, je pourrais même dire que c'est saharien. Il y a un problème d'eau. On en a besoin d'eau. La population a besoin d'eau. Le bétail aussi a besoin d'eau. Donc on a ces défis-là aussi à relever. Il nous faut beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. On en a besoin vraiment de l'eau. Et puis, le troisième défi, vous savez que l'école de Mao a été créée ici, l'école française de Mao. L'école française de Mao a été créée ici en 1911. Donc, la toute première école qui est née ici au Tchad, c'est l'école de Mao en 1911. Et aujourd'hui, nous en avons beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne l'alphabétisation. Donc, l'école de Mao a été créée en 1911, mais le problème d'éducation aujourd'hui se pose. Nos filles ne sont pas allées à l'école. Nos filles n'ont pas fait l'école. Il y a beaucoup de nos filles qui ne sont pas allées à l'école. Même nos garçons aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. On a un seul lycée pour la ville de Mao, il y a un seul lycée. Et ce seul lycée, il n'y a pas beaucoup de professeurs, il en manque beaucoup de choses. Donc on a ces problèmes d'éducation qui se posent ici à Mao. Et puis on a aussi un problème de santé, bien sûr. Mao, tu sais que dans la ville de Mao, aux entourages de Mao, là, on a ce qu'on appelle le phénomène des femmes qui sont... D'abord, il y a le problème de mariage précoce. Et ces mariages provoquent parfois des grossesses non désirées, et des grossesses qui ne sont pas très bien matures. Et finalement, le plus souvent, nos jeunes filles qui sont mariées très jeunes risquent le plus souvent de mourir parce que par manque de soins de santé. Donc on a ces problèmes de santé qui se posent ici. On a bien sûr le problème de malnutrition aussi, parce que beaucoup de nos enfants, des enfants malnutris, quand aujourd'hui tu vas à l'hôpital de Mao, vous allez trouver beaucoup d'enfants malnutris. Et pour quelle raison? Parce que les gens, ils ne sont pas beaucoup sensibilisés, les femmes ne sont pas beaucoup sensibles. Comment nourrir les enfants? Comment garder les enfants? Ce n'est pas parce qu'ils manquent de la nourriture, c'est des femmes qui n'ont pas beaucoup de jus dans le corps, et en plus de ça, elles ne savent pas comment nourrir les enfants. Donc on a tous ces problèmes. On a le problème d'éducation. D'abord le problème des ravins. Deuxièmement le problème de l'eau. Troisièmement le problème de santé. Quatrièmement le problème d'éducation. Nos traditions, nos vertus de l'époque commencent à disparaître avec la modernisation. Donc maintenant, là aussi, de ce côté-là aussi, nos enfants, vous allez trouver aujourd'hui des gens qui sont drogués. Il y a un problème aussi sociétal. Donc là aussi, c'est encore un autre défi. Donc tout ça, ce sont nos défis qui sont ici dans la ville de Mao et tout autour de Mao. Pour que Mao relève ces défis-là, donc ce qu'il faut faire, c'est de faire beaucoup de sensibilisation, c'est de faire écho à l'État, bien sûr. On va commencer par l'État. Nous allons d'abord commencer par nous-mêmes. Il faut qu'on se sensibilise d'abord. Quelque chose, on doit faire des efforts nous-mêmes personnellement. En plus de ça, il faut qu'on dise à l'État que voilà notre situation. Et en plus de ça, maintenant, il faut encore étendre, il faut encore élargir la sensibilisation. Il faut élargir la sensibilisation à des organismes, à des bienfaisants, et ainsi de suite. Donc, je crois que Mao seul ne peut pas relever ces défis-là. Nous sommes obligés de parler à tout le monde, de sensibiliser tout le monde. C'est avec l'effort de tout le monde que ces défis sont des défis très importants. Et pour les relever, on a besoin de tout le monde. Bon, le Kanem, vous savez, comme je parle un peu de l'histoire du Kanem, l'histoire du Kanem est née dans le 7e, 8e siècle. La première organisation traditionnelle qui est installée ici à Mao, c'est ce qu'on appelle la dynastie Magui Belseif. Cette première dynastie est installée ici à Mao au 8e siècle. Donc il y a 1400 ans, à peu près. Et après, maintenant que cette dynastie était installée, il y a ce qu'on appelle la civilisation musulmane. L'islam est rentré par le Kanem. L'islam est rentré par le Kanem, c'est dans les années, dans le siècle 9e, 10e siècle, en 1090. Le tout premier roi qui était parti à la Mecque, c'était le roi Houmé, le roi du Kanem bien sûr. C'était le roi de Houmé qui était parti en 1090
en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Donc, l'histoire de Kanem est très ancienne et toute organisation, moi je pourrais dire même que toutes les organisations traditionnelles, chefferies traditionnelles, étaient parties du Kanem. C'est à partir du Kanem, il y a beaucoup de peuples, c'était à l'époque d'immigration, hein, qui se sont installés. Il y en a qui sont installés à Fitri. Par exemple, aujourd'hui, le sultanat de Boulala Fitri, c'est des gens qui sont partis du Kanem. Ils sont partis s'installer là-bas et ils sont devenus de Boulala et ils ont pris les chefferies. Mais jusqu'à aujourd'hui, on garde encore des liens avec ces gens. Les gens de Bornou, ceux qui sont aujourd'hui en Maïdougouri, les Bornou, ils sont partis d'ici et ils sont partis s'installer là-bas. Ils ont pris les chefferies. Ils ont devenu un chef, un sultan là-bas à Bornou. Et c'est des gens qui sont partis là-bas et qui ont quitté le Kanem, qui sont sortis de Kanebou, les Bornou. Les Boulala, c'est la même chose. Il y a plein d'autres personnes. Et après maintenant, avec le sultanat de Ouadaï, nous en avons des échanges très étroits depuis l'époque. Et puis avec le sultanat de Bagrimi, nous avons des liens très étroits avec tous ces gens. Avec le Sud d'une manière générale. Nous, le Kanem, nous avons beaucoup de liens historiques avec le Sud d'une manière générale. Beaucoup de nos sultans de l'époque, leurs mères étaient des sudistes. Ça, c'est pour vous dire ça. Leurs mères étaient des sudistes. Donc nous, avec le Tchad entier, nous avons des liens historiques. En plus du Tchad entier, nous avons aussi avec d'autres peuples qui se trouvent dans d'autres pays maintenant aujourd'hui. À l'époque, c'était le Kanem Bornou. Hein. Une bonne partie de la Libye, c'est le Kanem Bornou. Tu prends par exemple le Faisan en Libye, tout ce le Sebha, le Koufra, ce sont des villes de la Libye. Mais ces gens-là, avant, ils étaient ici. Donc avec tous ces gens, même jusqu'à aujourd'hui, on a les liens. Tu prends le cas du Niger, la région de Difa, la région de Zender, c'est des gens qui sont partis d'ici. On communique même. Avec beaucoup de gens, on a les mêmes langues. Tu prends au Nigeria, comme tout à l'heure j'avais dit, le sultanat de Maïdougouri, ce sont nos propres frères. Nous sommes des frères, issus des mêmes pères. Vous voyez, avec le Boulala, nous sommes des frères, issus des mêmes pères. Tu vois, avec le Bagrimi et le Wadaï, nous avons des sultans qui ont des mères Wadaïens. Nous avons des sultans qui ont des mères Bagrimiens. Et puis les Arabes. Tout à l'heure, j'ai parlé de Berseif. Au 8e, au 9e siècle, je t'ai dit que la dynastie de Berseif est installée par les Arabes yéménites. Donc l'origine est yéménite, le sultanat de Kanem. Son origine, Berseif, ce sont des Arabes yéménites. Ce sont ces gens-là qui sont fait des alliances. Lorsqu'ils étaient venus, ces gens-là, ils ont trouvé des Sao qui sont tout autour du bord de lac Tchad. Il y a eu des métissages. Avec le Toubou, ils ont fait des métissages. Donc, tu vois, le royaume de Kanem, ou la population de Kanem, a des métissages avec le Tchad entier. C'est pour vous dire que, et en dehors même du Tchad, c'est pour vous dire qu'avec tous ces gens-là, on a des liens, on avait des liens historiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on garde encore les mêmes liens avec toutes ces personnes que je viens de citer. Bon, mon dernier mot que je lance, vous savez que notre pays a connu beaucoup d'événements. Ce sont des événements de sécurité. Depuis très longtemps, le Tchad n'est pas stable. Donc, mon premier mot que je voudrais lancer à tout le monde, à nous les gens du Kanem et aux autres Tchadiens, c'est d'abord de tout faire pour qu'il dans ces pays qu'il y ait de la paix. La paix, c'est une condition sine qua non pour le développement d'un pays. Tant qu'on n'en a pas la paix, on ne peut pas construire un pays. Et la paix, je voudrais que cette paix-là vienne dans l'unité. On peut avoir la paix que dans l'unité. Tant que nous ne sommes pas unis, on ne peut pas avoir de la paix. Il faut qu'on soit vraiment unis, qu'on soit conscient que nous sommes tous des Tchadiens, parce que tout le monde est Tchadien, personne n'est étranger dans ces pays-là. Tout le monde est né ici, ses parents sont nés ici. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on s'unisse et faire la paix d'abord. Et c'est après la paix qu'on développe notre pays. Et puis il faudrait que les gens soient conscients de ça. Regardez un peu tout autour de nous. Aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance d'aller un peu à l'extérieur, ici au Cameroun, ici au Niger, vous voyez, ici à la Libye, au Soudan, comme partout ailleurs, les gens, quand vous voyez, si vous comparez le Tchad par rapport à ces pays-là, c'est pour vous dire que nous sommes presque les derniers de l'Afrique. Pourquoi nous sommes les derniers de l'Afrique? Ce n'est pas parce que nous manquons des moyens. Ces pays égorgent des ressources énormes, des ressources minières énormes, des ressources humaines énormes. Ces pays a ce qu'on appelle la toute première civilisation presque de l'Afrique. L'histoire de Kanem Bornou, c'est une vieille civilisation.
En Afrique, il n'y en a pas son 2 ou bien son 3. Nous sommes la toute première civilisation en ce qui concerne l'histoire. Donc, même compte tenu de notre civilisation, là, on devrait normalement beaucoup avancer. Donc, dans ces cadres, moi, ce que je voudrais demander à tout le monde, à ceux de Mao, à ceux de Kanem, à ceux de Tchad, faisons la paix, faisons l'unité, pensons un peu à notre pays pour que ces pays-là se développent. Merci beaucoup.